Nous nous sommes beaucoup investis toute la matinée, la restitution de cet après-midi. Donc ce que je vous propose, c'est que M. Collardel nous fasse, juste après l'atelier numéro 4, la synthèse générale de nos travaux, et que nous puissions nous reposer, nous rafraîchir et nous revenir un peu plus, parce que je sens quand même une certaine fatigue des participants, et revenir en meilleure forme à 19 h pour le vernissage. Est-ce que vous êtes d'accord, chers participants? Très bien. Monsieur Collardel, pour la restitution. Bien, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers amis, d'abord je vais vous demander beaucoup d'indulgence parce que l'exercice qu'on m'a demandé, je savais qu'il serait difficile, mais il a été proprement impossible, étant donné le morcellement des sujets, des ateliers, la richesse des débats et le nombre des participants aussi. Vous voyez bien que le sujet principal qui nous occupe, c'est un sujet qui n'est pas culturel, c'est un sujet politique. C'est un sujet profondément conflictuel. C'est un sujet qui devrait normalement nous précipiter dans la rue avec des banderoles ou nous lancer à la figure quelques propos bien sentis. Alors ce n'est pas comme ça que ça se présente, on est tous souriants. Je pense que ça vient du fait aussi qu'on est un peu fatigué. Je vais essayer de ne pas être trop pessimiste au cours de ces quelques paroles. Ceux qui ont travaillé à la préparation de ce colloque doivent en être déjà très satisfaits et il faut les en remercier, les institutions qui en sont à l'origine, le musée des cultures guyanaises et le réseau des musées d'Amazonie, les modérateurs, les interprètes, tous ceux qui ont travaillé. Ce premier succès, c'est tout simplement la participation. Une répartition par nation qui est évidemment inégale, on ne s'en étonne pas, davantage de Français guyanais et 5 Brésiliens, 16 Surinamais, 1 Guyanien. 50% de représentants des professionnels, disons, de la culture. Des artistes plasticiens, des conteurs, des acteurs, des artisans, des chercheurs, des associatifs, des chefs et représentants coutumiers, des professionnels et étudiants du tourisme et des responsables politiques et administratifs. Il y a parmi nous des anciens et des très jeunes qui commencent leur vie professionnelle. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'il n'y a pas, me semble-t-il, et sauf erreur, d'étudiants dans une des disciplines qui sont concernées par nos propos. Pas un seul étudiant en histoire, pas un seul étudiant en archéologie que je sache, pas un seul étudiant en ethnologie, pas un seul étudiant en sociologie. Ça pose un problème. C'est un constat que l'on doit faire et qui doit déjà nous poser une question. Et c'est une question qui répond bien aussi à une des interrogations de M. Tiuka, disons marginalement. Alors, je disais que c'était un premier succès quand même parce que, effectivement, on le sait, les colloques ont toujours pour effet collatéral, mais essentiel, le contact entre des gens qui avaient intérêt à se connaître mais ne se connaissaient pas. Et évidemment, au niveau international, c'est encore plus difficile, surtout dans les conditions de relations transfrontalières que nous avons, si nous considérons évidemment l'ensemble du paysage qui entoure la Guyane française. Le sentiment de la perte accélérée des traditions culturelles et des traces du passé, du fait des transformations économico-sociales liées à la mondialisation, et la nécessité, dans laquelle on se trouve de ce fait, de trouver une ou plutôt des manières pour sauver à la fois les traces, patrimoine archéologique, ethnographique, archivistique, et pour transmettre le maximum possible de ces traditions culturelles. Soit dit en passant, le problème de la spéciation entre patrimoine matériel et patrimoine immatériel, qui ailleurs est une véritable question difficile, ne semble pas se poser ici, ce que je trouve être déjà une excellente base. Je dois dire que je ne m'y attendais pas à ce point. Que le patrimoine soit envisagé sous l'angle de la tradition, sous l'angle des savoir-faire, sous l'angle de la manière dont on se comporte socialement, de la manière dont on se réunit, on fait la fête, on fait famille, et en même temps les objets que l'on produit pour signifier les temps forts de cette vie sociale, par exemple, ou les objets que l'on produit pour émerger en tant que société vivante, eh bien ici, je vois que ça ne pose pas de problème et que l'on passe de l'un à l'autre, au fond, sans difficulté.
Ce constat, cette observation, peut donner une piste pour faire émerger une notion que moi je considérerais comme traditionnelle, j'y reviendrai, mais que l'on pourrait aujourd'hui, dans la faillite générale de ces institutions muséales dont nous avons évoqué quelques exemples, nous inspirer. Je veux parler des écomusées et de la méthode, disons, des musées communautaires qui ne se posent pas la question de l'objet, mais qui se posent la question d'un territoire, d'une culture vivante, qui pose le patrimoine en termes de développement. Sur ces deux constats, les questions qu'ils soulèvent, l'unanimité éclate dès lors que l'on s'interroge sur la manière de répondre aux questions posées. Pas de consensus par conséquent, et je vais essayer d'approfondir cette question. Donc, d'abord, la question du rôle assigné au musée, justement, et éventuellement à quel type de musée dans la transmission. Alors donc, le rôle du musée, j'y reviens. Le rôle du musée qui, évidemment, on le sait, c'est de préempter, de capturer, doter de la vie courante des objets, d'abord, si possible des beaux objets, et puis les mettre dans des vitrines ou dans des réserves pour les transmettre aux générations futures et peut-être pour les transmettre à nos enfants aujourd'hui. Mais ça n'est pas que ça, le musée. Ça n'est pas que ça, il faut en être conscient. C'est aussi un lieu de valorisation des cultures, c'est un lieu de mise en exergue de la qualité des cultures, c'est un lieu de la réparation, je prends ici les mots de Françoise Vergès qui était ici il n'y a pas si longtemps. C'est aussi, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est aussi un lieu de remise en question, d'interrogation, de remise en cause et de débat. Et il faut penser à la question qui se pose lorsque justement, au lieu qu'un conservateur professionnel se contente de mettre un objet dans une vitrine parce qu'il l'a décidé et de lui donner le nom qu'il a décidé, on se trouve devant un acte de débat avec une population qui dit mais non, ça s'appelle pas comme ça, moi dans ma langue ça s'appelle comme ça, et puis il y a un autre mot parce que ce même objet, quand il est utilisé dans une autre situation, dans une autre posture, il porte un autre nom. J'ai assisté moi-même dans les réserves du musée des cultures guyanaises à une scène de ce genre avec des représentants des chefs coutumiers qui débattaient sur la dénomination des objets et sur la pertinence de leur choix. Bien, je ne poursuivrai pas ce débat parce que c'est un sujet de colloque, mais en tout cas, je voudrais insister sur le fait que le musée aujourd'hui peut changer. Je reviens sur cette notion de Georges-Henri Rivière des musées, des écomusées. Cette forme de musée n'est pas morte. Elle est morte dans les pays d'Occident qui ont décidé d'imposer en quelque sorte une norme au goût et à la valeur des choses, mais ici, nous sommes dans la construction de toute autre chose, dans un contexte politique, j'y reviens, qui est totalement différent, et où par conséquent, on peut revenir à quelque chose, je dirais, de plus ouvert. Le terme ouvert rejoignant d'ailleurs un des propos qui a été tenu tout à l'heure par un des responsables, des animateurs d'atelier. Bien, autre point qui n'a pas, me semble-t-il, hein, évidemment j'ai picoré ici et là et je n'ai pas tout assisté à tout, mais autre point qui restait à mon avis pas très clair, c'est le rôle d'autres systèmes plus ou moins administratifs de valorisation comme les classements au patrimoine mondial de l'humanité, de l'UNESCO, dans le cadre du patrimoine immatériel, voire même dans le cadre du patrimoine matériel. Cette question n'a pas été vraiment abordée, comme si peut-être elle était tout à fait secondaire, et c'est tout à fait possible. Encore un sujet de débat qui là non plus ne fait pas unanimité, me semble-t-il, mais qui rejoint là peut-être les questions essentielles, c'est comment transmettre alors que les jeunes, sauf lorsque leur intérêt personnel d'artiste ou d'artisan est en jeu, ne sont que médiocrement intéressés par ces traditions. Est-il possible de transmettre des gestes, des formes, alors que les rituels, les valeurs, les croyances, c'est-à-dire les modalités sociales qui sous-tendent ces traditions, sont abandonnées ou du moins sont marginalisées? C'est une question qui ne va pas de soi. Mataliwa est dans la salle, il est intervenu dans les ateliers ce matin. Il connaît bien la question du maraquet. J'ai moi-même rencontré des jeunes concernés théoriquement par le rituel du maraquet,
Et je leur ai demandé, alors vous auriez envie de reprendre le rituel du maraquet? Et ils m'ont dit non, nous non. J'ai demandé pourquoi. Bon, on n'a pas réussi à aller très très loin, mais enfin j'ai compris que le temps de débat était pas assez long. Mais j'ai compris que ça intéressait une partie de la population, mais ça n'intéressait pas toute la jeunesse en tout cas. Et donc, dès lors, il y a une sorte de clivage qui peut même se faire au sein de ce qu'on peut appeler une communauté, entre ceux qui veulent évoluer d'une certaine manière et ceux qui ne le veulent pas. Donc on est dans une situation extrêmement complexe de ce point de vue-là. Moi, j'aurais simplement, à l'écoute encore une fois de l'ensemble des ateliers, j'aurais une conclusion très simpliste, très très simpliste. C'est de dire, d'abord, surtout, jouons de tous les atouts, de tous les outils dont nous pouvons disposer. Il n'y en a aucun qui soit de trop. Il faut simplement, évidemment, élaborer une morale, une éthique de l'utilisation de ces outils. C'est clair, et je crois que, encore une fois, c'est là que je dis qu'il y a un vrai sujet politique, au sens profond du terme, au sens, je dirais, vraiment essentiel du terme, mais tous les outils doivent être utilisés. Ils ont tous une capacité à faire un petit bout du chemin. Que ce soit la transcription écrite, que ce soit l'utilisation du musée, que ce soit l'utilisation des inventaires, que ce soit l'utilisation des cartes, tout ce qu'on voudra, à condition que l'on accumule ces savoirs et que l'on soit capable d'assurer, de laisser possible tous les modes de transmission, et au premier plan desquels, bien sûr, la transmission orale, la transmission intrafamiliale, la transmission à l'intérieur du groupe. La deuxième grande question qui fait débat, elle est apparentée à la première, bien sûr, elle a traversé tous les ateliers, c'est la question des droits. Et moi je dirais, parce qu'il n'y a pas des droits, mais il y a un droit, c'est une notion là aussi éthique, du droit. Alors ces droits, ils se déclinent de diverses manières. Il y a d'abord justement la question des musées, selon je dirais le mode à l'européenne. Le terme même de conservation respectueuse implique que l'on éprouve un sentiment d'irrespect lorsqu'on parle de musée de restitution. C'est tout à fait cela. La légitimité, la crédibilité, la représentativité, j'ai bien noté le rythme ternaire, de celui qui propose la conservation. Le consentement des populations pour faire collection, pour montrer. Il est clair qu'on est dans un dispositif complexe, dans lequel il y a des choses que l'on sent de droit commun et des choses pour lesquelles se pose le débat. J'ai admiré le fait que l'on conteste aux populations amérindiennes, etc., le droit de disposer des objets qu'ils montrent, alors que lorsque l'on a présenté la grande exposition Nara à Paris, on n'a fait aucune objection à ce que le choix des collections soit fait par les moines bouddhistes de Nara et que l'inauguration de l'exposition suive un grand rituel qui a été opéré dans des conditions disons, dans lesquelles le grand public n'était pas admis, pour faire accepter aux dieux le transport de ces objets rituels dans un lieu qui n'était pas le Japon et qui n'était pas consacré. Toujours du domaine du droit, la question de l'authenticité, du droit à la copie, du droit à la création, ce qui pose la question des droits d'auteur, des droits intellectuels, qui pose également la question de la répartition, enfin de ce qui existe entre la notion de droit individuel et la notion de droit collectif, voire de droit communautaire. Alors en fait, les droits s'opposent les uns aux autres, les systèmes juridiques s'opposent les uns aux autres. Les systèmes français, par exemple, classiques, ne comprennent pas la notion d'une propriété qui ne soit pas individualisée. Il faudra par conséquent admettre que soit on se cantonne à une situation insécure à tout point de vue, soit l'on fait avancer le droit, effectivement, par une conception nouvelle qu'il faudra à un moment ou à un autre inscrire dans nos textes, ce qui implique, là encore, des adaptations juridiques qui sont d'ailleurs, dans le droit français, du ressort, la demande, et du ressort de la collectivité régionale. C'est une chose possible que de demander des adaptations du droit lorsque il y a une inadaptation au territoire. Je trouve d'ailleurs curieux que finalement, si l'on admet de manière internationale le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on ne considère pas que chaque peuple a le droit de disposer de sa culture. C'est quelque chose d'étonnant.
Mais j'insiste, je voudrais là être un peu provocateur, je voudrais dire qu'attention à ce que des systèmes protecteurs ne conduisent pas à l'enfermement, c'est-à-dire à la protection en fait contre toute influence et par conséquent par une sorte de retrait. Je voudrais évoquer là un souvenir d'un débat comme celui-ci où un jeune à Marseille, un jeune homme très très connu dans l'univers musical marseillais et même national, était intervenu pour dire j'en ai assez, vous voyez, je suis berbère et je suis spécialiste de telle musique. Mais moi, je joue aussi du jazz, je joue aussi autre chose, avec des instruments berbères ou avec d'autres instruments, et je ne veux pas qu'on me cantonne à être un musicien berbère. Or aujourd'hui, on me donne des contrats, on me donne des possibilités de jouer comme musicien berbère et pas comme musicien tout court. Donc il faut faire attention à cela. L'art est quelque chose qui nécessite une ouverture, et la culture est quelque chose qui nécessite une ouverture. Racine, certes, mais Racine, je dirais, sur le mode d'Édouard Glissant, sur les résultats de cette réunion. Effectivement, peu de résultats concrets. On ne va pas sortir de là avec, je dirais, un cahier de recettes sur ce qu'il faut faire demain, chacun rentrer dans notre région, dans notre milieu. Mais ça n'est pas anormal. Il ne faut pas le considérer comme un échec. Encore une fois, le thème était très vaste, peut-être trop. Les participants aux ateliers n'avaient pas une habitude extraordinaire du colloque à l'occidental, avec des ateliers, un thème, un modérateur, etc. Je pense qu'en réalité, on a seulement amorcé un cycle de rencontres, et je crois que la présence ici de Fabienne Mathurin-Brouard, vice-présidente chargée de la culture au Conseil régional, qui pilote la préparation du schéma régional de développement culturel, est un gage de ce que ce message qui émane vraiment de toute la représentation ici, que tout cela se concrétise ensuite par d'autres rencontres. Je pense aussi qu'il aurait fallu probablement 2 jours plutôt qu'un seul, pour moins tasser les débats, pour moins obliger à couper, à fragmenter les interventions. Voilà. Alors, la conclusion quand même est très partagée et très unanime. Je crois que le besoin de se connaître, le besoin de se faire connaître, de faire partager, de fédérer les énergies, je crois que c'est très très clair, ça ressort complètement des différents ateliers. Je crois que, par ailleurs, il y a correspondance d'une certaine manière dans les différents ateliers entre le rôle qui est évoqué pour les associations, et je dirais d'une façon plus large pour la société civile, et ce qui est proposé de l'autre pour je dirais, ce qu'on pourrait appeler les communautés, ou les communautés culturelles, ou les représentations culturelles. Je crois qu'effectivement, il y aurait besoin aujourd'hui de rendre plus forte la parole de cette société civile. Je crois qu'il y a une évolution en Guyane qui est très forte, depuis les quelques années où je la connais, vers une prise en compte du patrimoine comme un élément constructif, non pas ou constructeur, non pas d'une identité fermée, bloquée, meurtrière, comme dirait Amin Mahalouf, mais au contraire comme quelque chose d'évolutif, comme quelque chose qui vise à un respect mutuel et qui vise aussi à la construction d'une communauté. Et j'observe d'ailleurs que contrairement à d'autres coins du monde, il n'existe pas de véritable fédération des associations qui œuvrent sur le plan patrimonial, ce qui est probablement quelque chose qui manque parce que cela ferait émerger probablement des positions communes, qui seraient certainement des positions transculturelles, il n'y a pas de raison, et qui par conséquent serait aussi une façon pour les pouvoirs publics, aussi bien l'État que les collectivités territoriales, d'avoir des partenaires qui soient plus forts et qui soient plus représentatifs. C'est une idée que je lance comme ça. Le mode associatif au sens large, hein, je ne parle pas de l'association de type 1901, mais en tout cas la structure de type associatif est extrêmement commode pour faire évoluer les choses lorsqu'elles paraissent bloquées. Je voudrais dire aussi, prenant cette fois-ci non plus ma casquette de chargé d'une conclusion d'un colloque, mais de directeur des affaires culturelles, je voudrais simplement dire que le rôle de l'État est très clair. Et ce rôle de l'État, c'est un rôle d'appui. C'est un rôle d'appui aux initiatives des collectivités territoriales au premier plan, quelle qu'en soit je dirais quelle qu'elle soit.
des associations, des professionnels. Nous sommes là pour aider les autres. Et je trouve que nous ne sommes pas assez sollicités. Je ne dis pas que nous n'avons pas assez de travail, nous en avons trop, mais je dis simplement que nous ne sommes pas assez sollicités. Ce matin, j'ai entendu la complainte du responsable de l'association de Saint-Jean-du-Maroni, et je me suis dit, et j'avais tout à fait honte, parce que je me suis dit, mais comment se fait-il que je ne l'ai pas rencontré, qu'il ne soit pas venu me dire qu'il y avait un problème, que nous n'ayons pas pu trouver ensemble des solutions, ou au moins partager ensemble le souci, ce qui est déjà une façon, quelquefois, de faire avancer les choses. C'est un exemple. Je pense qu'il y a mieux à faire de ce côté-là, et peut-être que c'est la grande dimension du territoire, peut-être que c'est aussi... alors je regrette de n'avoir pas entendu ce qui se passe dans les pays voisins, au Brésil et au Suriname, du point de vue, je dirais, du rôle de la collectivité nationale et de ses services dans l'assistance, justement, à ces problèmes patrimoniaux ressentis par la population. Mais en tout cas, je le dis pour ce qui concerne la Guyane française, il y a une véritable volonté, et je le dis d'autant plus que c'est quelque chose qui est fortement porté par notre ministre Frédéric Mitterrand, qui l'a dit lui-même ici dans cette mairie il y a un an. Donc se réunir pour mieux identifier les questions, définir les problèmes, se réunir pour esquisser des solutions, ou du moins trouver des exemples qui permettent de voir ce qui marche. Je suis très pragmatique, terrain, ce qui marche, pas des solutions théoriques, mais des solutions qui marchent. Et troisièmement, se réunir pour être plus fort parce qu'on se soutient mutuellement, et plus fort parce que l'on est plus capable de se faire écouter par les instances qui sont dans des pays démocratiques naturellement à l'écoute de la population. Voilà les objectifs qu'il faut partager, je crois. Cette rencontre doit être suivie, c'est dans le programme, et la présidente l'a rappelé tout à l'heure, d'une nouvelle réunion dans à peu près un an à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Je pense que d'ici là, effectivement, il peut y avoir une fermentation, et grâce aux échanges de carnets d'adresses, il peut y avoir certainement une élaboration plus forte, plus puissante des problématiques. Mais je nous donne en tout cas aux uns et aux autres rendez-vous à Saint-Georges-de-l'Oyapock. L'année prochaine, on va construire un grand palais de la culture pour pouvoir abriter un colloque de cette importance. Voilà, en tout cas, merci. Et puis j'avais encore un dernier point, puisqu'on m'avait interpellé concernant la carte archéologique. Alors, puisque c'était la dernière intervention de Nathalie Gazelle, je vais lui répondre oui. Merci, Monsieur Colladel. Merci également à l'ensemble des modérateurs. Remercier l'ensemble des participants à cette rencontre transfrontalière patrimoine partagé, Brésil, Guyana, Guyane et Suriname. Je pense que cette rencontre ouvert à un plus grand nombre de participants, puisque à Belém, nous étions une vingtaine de personnes. Cette année, nous en sommes à quasiment une centaine de personnes, une centaine de participants, je voudrais dire. Donc, nous a permis de nous connaître, vous a permis de vous faire connaître, de faire remonter vos attentes, vos préoccupations, faire vos projets, et de vous dire que très prochainement, acteurs de l'Ouest guyanais, donc d'Irakubo, de Mana, de Saint-Laurent, d'Apatou, nous serons à Walaya-Limapo, nous serons le 4 octobre donc à Saint-Laurent-du-Maroni, pour pouvoir échanger avec vous sur la base du schéma de développement culturel. Donc je vous invite tous à venir à répondre à cette invitation. Donc nous avons déjà, l'invitation est envoyée aux différentes mairies parce que eux détiennent la liste des acteurs et vous invitent à participer. Vous dire que la synthèse vous sera envoyée à l'ensemble des participants en 3 langues, puisque la base de notre projet Musée d'Amazonie en réseau, c'est le français, c'est le portugais et le néerlandais. Donc, vous sera envoyé très prochainement. Vous dire également à très bientôt à Saint-Georges-de-l'Oyapock, dans 6 mois, dans 10 mois ou dans un an, mais nous allons nous revoir sur d'autres ateliers et vous dire que nous allons continuer ce travail ensemble. Profitez de l'occasion aussi qui m'est donnée de remercier la ville de Saint-Laurent-du-Maroni de nous avoir accueillis, ainsi que son personnel, et de nous avoir permis de réussir notre 2e rencontre, et vivement la 3e. Je vous remercie et à ce soir 19 h pour l'exposition de M. Pinas.